Cube Radio. Ce balado parle d'un sujet qui peut être sensible pour certaines personnes. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à appeler la ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Le bureau d'enquête de Québécois et Cube Radio présente Par pure vengeance, épisode 3. Vous avez peut-être écouté les 2 premiers épisodes sur Cube ou sur une autre des plateformes de balado. Maintenant, si vous ne les avez pas écoutés, arrêtez tout de suite. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. Steve Garrett. Le premier jour du procès sur les méfaits contre Hydro-Québec, ça a démarré sur les chapeaux de roue. C'était en février 2018. On annonçait en pleine cour la mort d'un des principaux témoins, Steve Garrett. Je m'en rappelle parce que j'étais là. Et ce jour-là, comme au dernier jour du procès d'ailleurs, il y avait du monde au palais de justice de Saint-Jérôme. Des gens importants, des gros bonnets comme on dit. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec, d'Hydro-Québec, des avocats, des journalistes. L'équipe de Martin Bouchard était là aussi. Martin Bouchard, c'est le lieutenant au crime majeur de la Sûreté du Québec de Mascouche. Comme je vous disais, c'est lui qui travaillait sur l'enquête sur Normand Dubé. Au procès, à ce premier jour de procès-là, ça s'est tombé comme une bombe là, parce que sur les papiers, on voyait le nom de Steve Garrett, on savait qu'il venait parler contre M. Dubé, en tout cas, il venait révéler ce qu'il savait. Et comment vous avez vécu ça, vous, à ce premier jour de procès-là, lorsqu'on a annoncé que M. Garrett s'était suicidé? Le premier jour du procès d'Hydro-Québec, on a eu un appel de la Sûreté municipale de Terrebonne qui nous mentionnait qu'ils sont présentement sur un dossier de suicide impliquant M. Garrett. Ça a donné un onde de choc au palais ce matin-là. Tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. On a collaboré à l'enquête avec Terrebonne dans le sens qu'on attendait de voir qu'est-ce qui se passait. C'est eux qui faisaient l'enquête, mais ils nous ont revenu avec les résultats de l'enquête à l'effet que ce n'était pas relié au dossier. M. Garrett a eu des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes au niveau du travail, autres. La décision qu'il a prise n'était pas reliée du tout au dossier. C'est juste que ça l'a tombé cette journée-là, puis ça l'a laissé place à l'interprétation. Mais sa situation était réellement pas en lien avec le dossier de Dubé. Ça, il avait perdu son travail et donc s'est suicidé devant l'entreprise familiale, selon le rapport du coroner. Mais dans le rapport du coroner, on ne parle jamais du procès qui devait débuter. Est-ce que c'est surprenant pour vous? Non, pas en tant que tel, parce que les raisons de son suicide étaient très claires. Les explications données pour le suicide étaient très claires et le coroner en est venu à la conclusion que c'était les raisons qui a poussé M. Garrett à commettre le geste. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Vous écoutez l'épisode 3, Un mort comme alibi. On accélère en juillet 2018, 5 mois plus tard, le jour de la présentation de la défense de M. Dubé dans le dossier d'Hydro-Québec. Le procès se déroulait à huis clos, comme je vous expliquais. Ça veut aussi dire que quand je me présentais au palais de justice, parfois, même souvent, on demandait aux journalistes et aux gens présents dans la salle de quitter lorsqu'il y avait des témoignages ou des experts qui venaient parler de l'objet ou de la manière dont le crime a été commis. Ce qui fait que ça a été vraiment difficile de suivre le procès du corridor et puis de me faire une idée de ce qui était en train de se passer, tu sais. Ça a débuté en février, puis le juge a rendu son verdict en septembre. C'est aussi pour cette raison-là qu'aujourd'hui, c'est difficile de me rappeler avec exactitude si telle journée ou tel moment j'étais à la cour, ou si cette information-là a été dite dans la salle ou à l'extérieur de la salle, ou si j'ai lu ce témoignage-là dans une des 4000 pages des documents caviardés. Mais ce matin-là, c'est un moment important. Je m'en rappelle. On m'avait demandé de sortir de la salle de cour parce que Normand Dubé allait présenter sa défense devant la cour. Et que dans sa défense, on parlerait de l'objet et de la manière supposée dont les méfaits avaient été commis. Donc, je pouvais pas rester dans la salle. Mais j'ai souvent entendu parler de comment ça se serait passé quand il a présenté sa défense.
Et j'ai pu lire une partie de son témoignage dans les documents. Parce que c'est à ce moment-là que Normand Dubé, le seul accusé dans l'affaire, est allé à la barre et qu'il a surpris plusieurs personnes. Le lieutenant Martin Bouchard. Monsieur Dubé, quand il s'est approché à la barre, nous étions tous les enquêteurs dans la salle d'audience. Et Monsieur Dubé a mentionné finalement que c'était Steve Garrett qui avait commis les méfaits à Hydro-Québec, puis que ce Steve Garrett s'était confié à lui au tout début. Au tout début, depuis le début de l'enquête, il savait que c'était M. Garrett qui avait fait les méfaits, puis que lui voulait juste aller voir qu'est-ce que M. Garrett avait fait. C'était sorti de nulle part, c'était inconcevable qu'il puisse mettre ce méfait-là sur le dos de M. Garrett parce qu'il s'était enlevé la vie. On n'en revenait pas. On était estomaqués, on a dit, ben voyons donc, c'est impossible. Qu'est-ce que M. Dubé a raconté à la cour? M. Dubé a raconté que M. Garrett aurait pris son hélicoptère et qu'il aurait été faire les méfaits avec son hélicoptère puis qu'il avait son GPS dans son appareil, que M. Dubé a récupéré le GPS de M. Garrett et retourné faire des passages pour voir s'il pouvait voir quelque chose. À la barre, M. Dubé a tenté de convaincre le juge que c'était pas lui qui avait commis les méfaits. Ce que les personnes présentes m'ont raconté, c'est qu'il a même versé quelques larmes en jurant avoir parlé de Steve Garrett au procureur de la Couronne, Maître Baribeau. Normand Dubé prétend que c'est bien Steve Garrett qui a saboté les lignes. Lui, c'est un père de famille de 32 ans, cadre dans l'entreprise familiale. Il prenait des cours de pilotage d'hélicoptère chez M. Dubé. Les deux se connaissaient. M. Dubé affirme qu'il a toujours accusé M. Garrett dès le début des procédures judiciaires. La première fois que j'ai entendu son nom, j'ai fait des recherches sur le web. Et puis, je suis tombée sur son avis de décès. Sur mon ordinateur, j'ai vu un jeune homme blond, souriant, aux yeux bleus. Puis en dessous de sa photo, je lisais « Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 3 amours ». Pour être franche, là, c'était pas l'image que je m'étais fait de Steve Garrett après ma conversation avec M. Dubé. Je m'attendais à un bum qui a un casier judiciaire et qui vit seul. Je m'étais trompée. En 2018, on a rencontré la mère de Steve Garrett pour le documentaire vidéo. Encore sur le choc, elle voulait pas participer. Pour ce qui est de M. Dubé, je tiens à mentionner qu'à la fin de l'hiver 2018, lors de notre première entrevue avec lui, il nous avait pas parlé des supposés méfaits causés par Steve Garrett. Je lui ai demandé pourquoi quand j'ai pu le revoir au mois d'octobre suivant. Puis pourquoi vous nous avez pas parlé? T'sais, on s'est rencontrés à la fin de l'hiver. Oui, à la fin de l'hiver, oui. Vous nous avez pas parlé de Garrett qui avait volé puis vous avez suivi son GPS. Pourquoi vous nous en aviez pas parlé? Parce que mon avocate avait dit on va garder ça pour le procès. Ils nous ont dit, de toute façon, il en avait parlé à Baribeau de ça. C'est ça, c'est là-dessus que j'y ai mis sur le nez sa menterie. J'ai dit, on te l'avait dit qu'il y avait quelqu'un, puis t'as dit, je veux rien savoir de ça. Fait que Maria a dit, on ferme notre boîte, puis on le dira au procès. Il veut rien savoir de toute façon, que ça donne à planter un clou dans un mur de ciment qui veut rien comprendre. Fait qu'on on le dira au procès. Normand Dubé affirme que le procureur de la Couronne, Maître Steve Baribeau, était au courant de cette histoire-là, autant que ses avocats de l'époque, Maître Maria Vivas et Maître Maxime Chevalier. Pour connaître toutes les versions de cette histoire-là, j'avais posé la question à Maître Chevalier en 2018. Il m'a dit qu'il connaissait la défense de M. Dubé depuis des mois. Quand je lui ai demandé s'il avait tenté d'expliquer la défense liant Steve Garrett et le sabotage des lignes à Maître Baribeau, il m'a répondu qu'il n'était pas là quand les échanges ont eu lieu et que l'information vient de sa collègue Maître Vivas et M. Dubé. J'ai lâché un coup de fil récemment à Maître Maria Vivas pour mieux comprendre ce qui se serait passé. Elle m'a assuré connaître la version de M. Dubé depuis 2017, soit près d'1 an avant le procès. Ensuite, elle affirme avoir parlé de M. Garrett au procureur de la Couronne, Maître Baribeau, au téléphone. Et ça à 2 reprises. Et ça se serait passé avant que M. Dubé présente sa défense au procès. Elle accuse pas Maître Baribeau de négligence. Elle précise qu'il s'agit quand même d'un collègue.
Son hypothèse serait qu'il avait peut-être la tête ailleurs et qu'il n'a pas retenu l'information. Mais elle affirme avoir parlé de la possible implication de Steve Garrett dans le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec le procureur. Pourtant, quand il a présenté sa défense au procès, le procureur de la Couronne, Maître Baribeault, semblait surpris de cette révélation-là, de cette défense-là de la part de M. Dubé. Jamais M. Dubé ou son avocat ne nous a informé de cet élément-là. Et s'il l'avait fait, ben, on l'aurait rencontré, M. Garrett. Vous allez remarquer que Maître Baribeault, c'est un avocat qui est toujours prudent lorsqu'il parle. Il est très sérieux, puis au début de ses phrases, il répète souvent les mêmes mots pour mettre l'accent au bon endroit pour qu'on comprenne son idée. Je vous laisse l'entendre expliquer que le premier jour du témoignage de Normand Dubé, pour lui, ben, ça a été un vrai coup de théâtre. Je l'aurais fait rencontrer par les policiers. C'est ça qu'on aurait fait. Même si c'était totalement farfelu et invraisemblable, on l'aurait quand même rencontré, M. Garrett, avec ces éléments-là que la défense nous amenait. Mais non seulement ils nous ont pas dit ça, mais il n'y avait pas d'obligation non plus, parce que l'accusé n'a jamais obligé d'annoncer ses couleurs avant de présenter une défense. Et M. Dubé, ses avocats ont toujours été très respectueux des droits de M. Dubé. On ne nous a jamais dit ça. Malheureusement, personne ne va jamais connaître la version des faits de Steve Garrett, parce qu'il est mort le premier jour du procès, presque 3 ans et demi après le jour du sabotage des lignes. Le tribunal a déclaré inadmissible la défense de M. Dubé qui accuse M. Garrett des méfaits. Selon le juge, la défense manquait de fiabilité. Et moi, ben, je veux comprendre ce qui s'est réellement passé. Maître Baribeault, c'est un homme pas très grand. Il porte des lunettes, puis ses cheveux mi-longs sont toujours peignés vers l'arrière. Une chose qu'on remarque tout de suite quand il rentre dans une salle de cours, c'est son pas décidé puis sa manière de saluer tout le monde. Comme procureur de la Couronne, le cas de Normand Dubé, ben, c'est un de ses gros dossiers. Racontez-nous de quelle façon vous avez entendu parler de Steve Garrett la première fois. M. Garrett, on en a entendu parler parce que, bon, il s'est manifesté. Il a donné une déclaration aux policiers qui impliquait Monsieur Dubé dans les incendies criminels. M. Garrett était un ami de M. Dubé, un proche de M. Dubé, qui s'est suicidé, qui s'est donné la mort. Monsieur Garrett a collaboré avec les policiers parce que les incendies, il trouvait que ça se faisait pas. Puis il était pas bien avec ça. Et il est allé voir les policiers, puis il a mentionné ça aux policiers. Donc c'est comme ça que Monsieur Steve Garrett apparaît dans le décor. Ouais, dans la preuve. Ouais. Juste pour que vous compreniez. Maître Baribeault raconte que Steve Garrett avait rencontré les policiers dans le cadre de l'autre enquête de la SQ sur M. Dubé, l'enquête sur les incendies criminels. On va y revenir quand on va parler de son deuxième procès. On en a déjà glissé quelques mots, là, mais on va y revenir en détail bientôt. Puis après avoir fait une déposition et avoir été contre-interrogé par l'avocat de M. Dubé, M. Garrett avait été appelé au procès sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec pour témoigner de ce qu'il savait sur M. Dubé. C'est un proche de M. Dubé, là. C'est un ami, je vous dirais, jusqu'à temps qu'il collabore avec les policiers. Ils ont eu leur chicane un petit peu, mais c'était quelqu'un un bon ami de M. Dubé, là. M. Dubé lui a donné des cours d'aviation. Bon, les deux avaient la passion pour l'aviation. Ouais. Le problème, c'est que l'avion, c'était pas l'avion de M. Garrett, là, qui était sur les radars de NAV Canada le 4 décembre 2014. C'était celle de M. Dubé. M. Garrett n'était pas là. Est-ce que vous avez demandé d'aller vérifier, juste au cas, si Steve Garrett n'avait pas volé avec un appareil avant M. Dubé?
Écoutez, de mémoire, je me souviens pas si ça a été fait. Je me souviens pas. Quelle était votre réaction? De la surprise, de la colère lorsque vous avez entendu qu'il pointait du doigt Steve Garrett qui était décédé d'ailleurs? On n'a pas de colère à la cour. On fait notre travail en fonction de la preuve, en fonction de ce que les gens viennent dire. C'était conforme au personnage de Normand Dubé. Bon. On met la faute sur une autre personne pour essayer de se soustraire à sa responsabilité criminelle. Il fallait qu'il vienne dire quelque chose avec la preuve qu'on a présentée, là. Et c'est la défense qui l'a décidé de présenter. La preuve à charge qui avait été présentée, il était là, les méfaits se produisaient pile poil au moment où il passait au-dessus des lignes d'Hydro-Québec. Il n'y a pas d'autre avion, aucun autre avion dans les environs. Il faut qu'il vienne dire quelque chose. Et c'est la défense qui l'a présenté, qui n'a d'ailleurs pas été retenue par le juge de première instance, le juge Chabelle. Quand la défense change, quand l'alibi change, comment on s'organise? Comment on s'organise? C'était tout à fait farfelu et invraisemblable ce qu'il était venu dire à la cour, M. Dubé. Donc, ça a rien changé, absolument rien changé à notre théorie, à la force de la preuve qui avait été présentée. Puis, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye d'attaquer sa crédibilité en le contre-interrogeant. Ce que je peux vous dire par ailleurs, c'est que M. Dubé, c'était pas quelqu'un qui était facile à contre-interroger, parce que c'est quelqu'un qui parlait énormément, il était très, très difficile à cadrer en contre-interrogatoire. Alors, je m'en souviens, là, puis il aimait parler, il était habile aussi pour éviter les questions. C'était pas un travail facile de le contre-interroger. Et il a une réponse à tout. Une réponse à tout, M. Dubé. Ouais. Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Et imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur, ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'ils ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado Au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Le balado Au voleur a été en nomination dans 3 catégories aux Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire. Quand j'ai fait ma première entrevue avec Normand Dubé en avril 2018, je lui avais posé une question sur Steve Garrett. Parce que j'avais vu son nom dans la liste des témoins appelés au procès d'Hydro-Québec et j'avais entendu parler de son suicide. La seule question que j'avais sur mon plan d'entrevue par rapport à M. Garrett ce jour-là, c'était bien simple. C'est quoi son rôle dans tout ça? Parce qu'à ce moment-là, j'en savais pas plus. Steve Garrett, c'est quoi son rôle selon la couronne? Lui, son rôle? C'est parce qu'on en sait pas mal d'affaires sur lui, là. Il s'est suicidé, premièrement, le matin du procès. Parce qu'il savait qu'il y avait des affaires qui allaient sortir. Parce que moi, mais que je témoigne, là, je vais sortir ces affaires, ce que je sais, moi. Quand c'est des choses, il s'inventait des affaires d'un gars qui casse des jambes, là, à 8-10 par été, là, parce qu'il paye pas, puis parce qu'il en a trop chargé, puis qu'il a pas payé, puis c'était tous des petits gars de la construction. Moi, quand c'est arrivé comme étudiant, là, à part que ce soit un résident de Saint-Anne-des-Plaines, j'en savais pas plus. Fait que tout ce qu'on attendait, nous autres, c'est qu'il finisse son cours, là, puis qu'il s'en aille. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle dans l'histoire? C'est quoi qu'il a fait? C'est quoi? Ah, lui, il faisait casser des jambes. Il y a chose. Oui, il était témoin. La voix que vous entendez, c'est Hugo Jonca, un journaliste qui travaillait à l'époque pour le bureau d'enquête au Journal de Montréal et qui nous avait accompagnés, Ninon Penneau et moi. Ninon Penneau, c'était la réalisatrice du documentaire vidéo. Ouais, pourquoi il est témoin?
parce qu'il a été rencontré par la police sérieusement, parce qu'il s'y avait acheté... Premièrement, moi, il est arrivé ici, là, la première des choses, il est arrivé ici pour suivre un coup. Mais lui, il a 30 ans, 28 ans, il va acheter un hélicoptère. Ah, big deal, il a 28 ans. Ça se peut que tu achètes un hélicoptère de 300 000, mais on est vu bien du monde. Fait qu'il achète un hélicoptère, puis... Là, je vais sauter un 10 minutes de l'entrevue environ. M. Dubé nous explique que M. Garrett voulait acheter un hélicoptère d'un propriétaire d'appareil. Je reprends le récit de Normand Dubé au moment où je l'interromps. Ça dure de même là, pendant des pages et des pages. Hey, je m'excuse, je comprends pas le lien avec le procès. Le procès avec le lien, parce qu'ils ont pris Garrett, qui a fait des activités criminelles, puis ils ont dit, tu vas venir témoigner contre Normand, sinon t'arrêtes, Chris. Et ils ont fait dire quoi? Oui, ils ont fait dire quoi? Pas grand-chose. ils ont pas arrivé au but. Ils ont rien fait dire. C'est pas pour ça que je pourrais vous donner l'interrogatoire de Garrett. Mais pourquoi ils déposent s'ils ont rien? Ah, ben là, ils déposent. On écoute ça comme l'hypnose, on l'écoute. Oui, mais ils l'ont déposé, ça veut dire qu'ils ont quelque chose, c'est assez béton. Pas tout, zéro. Zéro. Les policiers voulaient qu'ils disent quoi au juste? Ils sur voulaient vous? qu'ils disent que j'avais fait des méfaits sur les lignes, puis ils voulaient dire que je dise que j'avais fait des feux. Et puis là, ça marche pas, là, il sait pas, puis... Parce que lui était pas là. Lui est au courant, mais je veux pas en parler, on n'est pas rendu là. Au courant de quoi? Tout courant des feux avec... les 5, là, ça se connaîtrait. Mais c'est en dehors du procès, puis je veux pas en parler, c'est pas encore sorti. Selon ce que Normand Dubé nous a dit à ce moment-là, c'est que Steve Garrett s'est fait menacer par la police pour témoigner contre lui. Mais c'est pas du tout la version de la police. Les deux versions là se contredisent. Selon M. Dubé, si M. Garrett avait pas collaboré et témoigné contre lui, la police l'aurait embêté avec ses activités criminelles. La police, elle dit que Steve Garrett trempait dans aucune activité criminelle. Il n'y a pas de casier judiciaire. Les 5 dont il parle, on va le voir en détail plus tard, mais les 5, c'est un intermédiaire qui a engagé 4 hommes pour mettre le feu à des maisons et une voiture. M. Garrett connaissait la personne qui était l'intermédiaire. Ça, c'est vrai, on a pu le vérifier. Quand Normand Dubé nous dit que M. Garrett savait des choses sur les incendies, ben ça, c'est vrai. On va le voir quand on va parler du deuxième procès, mais on n'est pas encore rendu là, comme il dit. 3 mois plus tard, quand Normand Dubé a présenté sa défense à la cour qui accusait Steve Garrett d'avoir commis le sabotage des lignes d'Hydro-Québec, son avocat a présenté la théorie des tourbillons marginaux. Selon eux, les tourbillons marginaux auraient pu faire bouger un objet qui se trouvait déjà sur les lignes. Donc, selon leur explication, M. Garrett serait passé avec son hélicoptère et aurait laissé tomber un objet sur les lignes. Ensuite, lorsque M. Dubé serait passé par là avec son avion en suivant le trajet du GPS de Steve Garrett, ben son avion aurait produit un appel d'air de vent qu'on appelle des tourbillons marginaux. Et selon l'avocat de M. Dubé, ce serait pour ça que 2 pannes se seraient produites au moment du passage de l'avion de M. Dubé. J'ai discuté de l'hypothèse proposée par la défense avec le lieutenant Martin Bouchard. C'est à cause de son passage avec son avion que les lignes se sont déclenchées. Oui, c'est ce que lui aurait mentionné. Mais si on y va côté logique, il savait très bien qu'il pourrait absolument pas rien voir de son appareil. Donc, pourquoi aller là voir qu'est-ce qui s'est passé? Il faut juste se ramener aussi. Tu sais, c'est beau de dire un mobile, mais il faut que le mobile colle avec les éléments de preuve qu'on a sur les scènes. Et l'hélicoptère n'aurait pas pu faire les méfaits qui ont été commis dans la même façon que les éléments de preuve qu'on retrouve. L'hélicoptère ne correspond pas aux éléments retrouvés sur place. Par contre, le passage de l'appareil correspond en tout point, autant dans le temps, les angles, les traces, les éléments de preuve qu'on retrouve. Fait que pour nous, c'est impossible, invraisemblable, l'alibi de Normand Dubé. C'est un alibi de désespoir. Est-ce que vous avez pris possession du GPS de Steve Garrett?
Non, on n'a jamais eu en notre possession le GPS de Steve Garrett. Est-ce que vous avez pu vérifier si Steve Garrett avait volé ce jour-là? Non, on n'a pas aucun élément qui nous mentionne. Ben, le jour des événements, il n'y a aucun appareil qui est passé là, autre que l'avion de Normandie-Bay. Donc, vous avez quand même vérifié, savoir si Steve Garrett aurait pu être... Ben, malheureusement, on n'est pas en mesure de vérifier les semaines avant ou autres, parce que de un, quand la Libye est sortie, M. Garrett n'était plus avec nous, et les données de NAV Canada sont inaccessibles non plus. Mais les vérifications qu'on a faites avec NAV Canada pour les journées des méfaits, il n'y a aucun autre appareil que l'avion de Normandie-Bay qui est passé là. C'est ça l'affaire. Après un certain temps, là, les données de NAV Canada sont supprimées. Rendu au procès, c'était donc impossible de mettre la main sur d'autres informations. Est-ce que d'autres appareils ont volé avant ou après le 4 décembre 2014? Mais ça, on ne pourra jamais le savoir. Donc pour vous, Steve Garrett n'est pas le coupable? En aucun moment. Jamais. Jamais. Donc Steve Garrett n'a jamais saboté les lignes d'Hydro-Québec, pour vous? Non, jamais. M. Dubé a dépeint Garrett de plusieurs manières, mais c'était son ami avant qu'il témoigne contre lui. Quand il parle que Garrett allait casser des jambes ou autre, jamais. M. Garrett n'a jamais le type de personne, de personnalité pour se commettre ce genre de crime-là. Jamais. C'est un père de famille. C'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédents, qui n'a pas de conflit avec personne. Sérieusement, on est tombé en bas de notre chaise quand on a entendu cet alibi farfelu-là. Puis, M. Dubé disait que depuis le début, il mentionnait que c'était Garrett. Jamais en cours de procès, puis j'ai été là tous les jours. Notre équipe a été là tous les jours que c'est venu à nos oreilles. Puis M. Dubé aurait eu la possibilité de le dire à maintes reprises. Aurait été en mesure de le dire lors de son arrestation. Aurait été en mesure de le dire à son enquête caution, à son enquête préliminaire, à son premier procès. Jamais qu'il en a parlé. Jamais qu'il en a parlé. Pourquoi? Parce que c'était pas vrai. M. Garrett était vivant à ce moment-là, puis jamais qu'il a avancé cette thèse-là. M. Dubé a profité de la situation pour mettre ça sur le dos de Garrett. J'en ai parlé au bureau avec ma réalisatrice Anne-Sophie. Steve Garrett était pas au procès parce qu'il s'est suicidé le premier jour du procès, tu sais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'interrogatoire que Steve Garrett avait fait avec les policiers bien avant le procès quand on lui a posé des questions. Des questions sur quoi? Est-ce que tu es accusé de quelque chose? Des questions sur Normand Dubé. Mm-hmm. L'interrogatoire de Steve Garrett, je ne peux pas l'entendre parce qu'il y a des questions qui sont sous le sceau de la sécurité nationale. Donc, l'interrogatoire, je peux pas l'entendre. Donc, les extraits qu'ils ont choisi de faire entendre pendant le procès, ceux-là se retrouvent dans les documents. Mais on sait que l'interrogatoire a été beaucoup plus long. Il y a beaucoup d'éléments que je ne connais pas puis que je connaîtrai jamais. Fait qu'on peut dire que les policiers qui interviewaient Steve Garrett à ce moment-là ne savaient pas qu'il se trouvait devant quelqu'un qui, selon Normand Dubé, aurait commis le sabotage des lignes, là. Exactement. Ce que j'en comprends avec les documents disponibles, c'est qu'on n'a pas posé de questions à Steve Garrett sur son implication dans le sabotage des lignes. Parce qu'on ne savait pas. Même si Normand Dubé dit oui, moi je l'ai dit même au départ. Mais on n'était pas au courant de ça. Donc, je pense pas qu'on a posé de questions. On a posé plus de questions sur les incendies criminels. Mais on va y revenir lorsqu'on va parler des incendies criminels, du deuxième procès. Mm-hmm. Sur les incendies criminels. Il y a plusieurs choses à mettre au clair. Premièrement, il faut parler de la manière dont les méfaits auraient été commis avec l'avion, puis avec l'objet. Il faut passer par là pour comprendre le casse-tête. Pendant une de nos réunions, on s'est prêté au jeu de parler le plus simplement possible de ce qu'on peut vraiment pas dévoiler. Est-ce que tu te sens, Marie-Christine, de nous dire simplement, avec les mots que tu peux utiliser, comment est-ce que le crime aurait été commis selon l'enquête de la Couronne, l'enquête de la police? Bien, ce que je peux dire, là, c'est que Normand Dubé a pris un avion, qui a volé au-dessus des lignes d'Hydro-Québec, puis qui a laissé tomber un objet sur les lignes.
Puis ça, ça a botté, ça a déclenché les lignes. C'est tout ce que je peux dire. OK. Est-ce qu'il a laissé tomber un objet par la fenêtre? Je peux pas le dire. Est-ce que c'était un objet lourd? Je peux pas le dire non plus. OK. Puis encore là, tu sais, je dois faire attention parce qu'il y a des mots que j'ai pas le droit d'utiliser ou des parties de l'avion que j'ai pas le droit de dire. Ou même des verbes. Même des verbes, exact. Ouais. Pour pas que les gens puissent se faire une idée de la façon ou de s'approcher de cette idée-là, de comment il l'aurait fait. Parce que, tu sais, je le répète, là, on n'est pas certain de comment il l'a fait. De quelle façon il l'a fait. Puis c'est à peu près la seule chose dont on est sûr, c'est que cet objet-là a causé la panne, mais on sait pas comment. Exactement, c'est ça. Parce qu'on a retrouvé cet objet-là en bas des lignes, à certains endroits, là, par terre ou près des lignes. Donc, on sait que c'est cet objet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet objet-là, là, on l'a pas retrouvé chez Normand Dubé. L'objet du crime a pas été retrouvé chez Normand Dubé. Fait que Normand Dubé, il dit, c'est pas moi, sinon je l'aurais. C'est vrai, il l'avait pas. Il l'avait pas. Non. C'est ça qui fait qu'il y a un certain suspense autour de cette histoire-là. Parce qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas retrouvé un des éléments en dessous des lignes à un des 3 endroits. Puis pourquoi à un autre endroit, il y a eu une panne 13 heures après que M. Dubé soit passé avec son avion. Ça, c'est des questions qui sont soulevées auxquelles on n'a pas encore de réponse. Dans le prochain épisode, le mauvais voisin. Ils m'ont dit, on va aller faire des travaux. Fait que on va passer sa servitude. Ah ouais? C'est parce qu'il n'y a pas un arbre d'enlever. Sa servitude, c'est pas passable. Fait que savais-tu qu'il était pour revenir chez nous? Il a appelé mon chum. J'ai fait venir une pelle mécanique, là, à peu près 30 tonnes. Là, j'ai mis ça sur le coin de mon terrain. L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon La France pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars sur Normand Dubé, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca/vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Elix.